Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Edor, cardiologue togolais. J'ai le privilège de vous présenter un topo sur l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, les drapeaux rouges. Je vais commencer mon propos en rappelant que l'hypertension artérielle est la morbidité la plus fréquente au cours de la grossesse. Elle va en effet toucher une femme sur 10 dans le monde. Il s'agit de la troisième cause de décès materno-fœtal au cours de la grossesse. Elle a la particularité d'être beaucoup plus sévère chez la femme africaine et de race noire. Comme on peut l'observer sur cette plaque, on voit que la prévalence de l'hypertension artérielle observée en Afrique dépasse plus du double de ceux des chiffres observés en Asie du Sud-Est et représente plus du triple des chiffres occidentaux. De même, la mortalité maternelle est beaucoup plus sombre, sévère en Afrique que dans les autres régions du monde. Et même dans les zones où cette mortalité semble être moindre, on remarque que les femmes de race noire sont beaucoup plus sévèrement touchées que les femmes des autres races. C'est dire toute la gravité de cette affection. Cette gravité a suscité l'intérêt de plusieurs sociétés savantes qui ont donc émis des recommandations sur cette thématique. On peut citer la recommandation écrite conjointement en 2018 par la Société européenne de cardiologie et la Société européenne d'hypertension artérielle. Cette dernière a mis à jour en 2023 ses recommandations sur l'hypertension artérielle, mais qui ont la particularité de n'avoir pas été endossées par l'EC qui prévoit en août 2024 d'émettre de nouvelles lignes directrices sur l'hypertension artérielle. Les recommandations africaines sont rares et nous n'avons retrouvé que des recommandations sud-africaines qui datent de 2014. De toutes les façons, toute la société s'accorde pour définir l'hypertension artérielle chez la femme comme dans la population générale, c'est-à-dire une définition qui se base sur une mesure de la pression artérielle au cabinet avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Mais contrairement à l'hypertension artérielle en population générale, une hypertension artérielle sera sévère chez la femme enceinte dès lors que la pression artérielle systolique sera supérieure ou égale à 160 mm de mercure et non 180 mm de mercure. De même, contrairement à l'hypertension artérielle en population générale, l'hypertension artérielle chez la femme enceinte n'est pas une entité unique, mais un ensemble regroupant quatre entités nosologiques, avec une dichotomie qui est faite selon que les désordres aient été constatés avant ou après la 20e semaine d'aménorrhée. On parlera d'hypertension artérielle chronique ou préexistante lorsqu'on va avoir une élévation des chiffres tensionnels qui va précéder la grossesse ou alors survenir avant 20 semaines d'aménorrhée. Cette hypertension artérielle rejoint l'hypertension artérielle classique et en général, elle va persister au-delà de 6 semaines après la délivrance. Lorsqu'on va constater une association entre hypertension artérielle et protéinurie avant la 20e semaine d'aménorrhée, il s'agira d'une association entre hypertension artérielle chronique et une néphropathie. Ce n'est qu'après la 20e semaine d'aménorrhée qu'on va parler d'hypertension artérielle gestationnelle. Et on va parler d'hypertension artérielle gestationnelle tout court lorsque les chiffres de la pression artérielle vont commencer à s'élever après la 20e semaine d'aménorrhée. En général, les chiffres vont se normaliser avant 6 semaines post-partum. Lorsque cette pression artérielle sera associée à une protéinurie ou alors à une dysfonction d'organes, on va entrer dans l'entité dite pré-éclampsie. Et cette pré-éclampsie, elle peut être pure lorsqu'il va s'agir d'une complication qui va venir se greffer à une hypertension artérielle gestationnelle. On va parler de pré-éclampsie surajoutée lorsque chez une femme qui a une HTA chronique, on va avoir une protéinurie qui va venir se surajouter ou alors une dysfonction d'organes. On parlera également de prééclampsie surajoutée lorsque chez une femme qui a un antécédent de néphropathie, les chiffres tensionnels vont commencer à s'élever, mais au-delà de la 20e semaine d'aménorrhée. La prééclampsie, on mérite de s'y attarder un peu. En
En effet, cette entité a vu sa définition évoluer au fil du temps. Pour les plus anciens d'entre nous, ils ont certainement appris que la prééclampsie se définissait par la triade HTA, protéinurie et œdème des membres inférieurs. Au fil des années, les œdèmes des membres inférieurs ont été dégradés pour ne plus être indispensables pour poser le diagnostic de prééclampsie. Plus récemment, notamment en 2013, c'est autour de la protéinurie de ne plus être une condition sine qua non pour signer le diagnostic de prééclampsie. La nouvelle définition de prééclampsie associe à une hypertension artérielle au moins un signe de dysfonction d'organes chez la mère ou à au moins un signe de dysfonction urétéro-placentaire. Ces signes chez la mère peuvent être liés à une dysfonction cardiaque pouvant se manifester par un OAP, une dysfonction rénale avec une protéinurie significative, c'est-à-dire une protéinurie des 24 heures supérieure à 300 mg. Il peut également s'agir d'une insuffisance rénale aiguë avec une créatinémie supérieure à 1 mg par décilitre. Cette atteinte peut également être cérébrale, c'est-à-dire un AVC ou une éclampsie, pouvant se traduire cliniquement par des céphalées intenses, une altération de l'état de conscience, la survenue d'une cécité, de scotome visuel persistant ou alors des clonies. La dysfonction hépatique peut se manifester par des douleurs à l'épicône droit ou à l'épigastre, ou une cytolyse hépatique avec des transaminases qui seront supérieures à 40 unités internationales par litre. L'atteinte vasculaire se traduira soit par une hémolyse, des taux de plaquettes inférieurs à 150 giga par litre ou alors à une CIVD. Les signes de souffrance fœtale qui vont faire classer une femme enceinte comme étant prééclamptique, il s'agira soit d'un retard de croissance intra-utérin, d'un décollement plancétaire ou alors d'une anomalie lors du Doppler des artères ombilicales. On va donc dire que la prééclampsie croque les vaisseaux, le foie ou le fœtus, avec le premier C pour le cœur, le R pour le rein, le O pour le C, le O pour l'œil, le C pour le cerveau et bien sûr le foie, les vaisseaux et le fœtus. Cette nouvelle définition répond beaucoup mieux à la physiopathologie de la prééclampsie qui a pour primo movens une dysfonction placentaire. Il faut préciser que la prééclampsie est une pathologie spécifiquement gravidique, c'est-à-dire qui ne se voit pas en dehors de la grossesse. Elle est également spécifique à l'être humain puisque la prééclampsie n'a pas pu être reproduite chez l'animal et elle a pour point de départ une dysfonction placentaire. Mais la présence d'un fœtus n'est même pas nécessaire puisque une molle idatiforme peut également se compliquer de prééclampsie. Afin de mieux comprendre cette dysfonction placentaire, un rappel sur la physiologie de la placentation s'impose. Chez une femme enceinte, on a trois entités en présence. D'une part, la mère, d'autre part, le fœtus, et entre les deux, le placenta, qui va donc servir d'interface aux échanges entre le sang de la mère et le sang du fœtus, sans que ces deux ne se mélangent jamais. Ce placenta a pour unité structurelle et fonctionnelle les villosités choriales. Ces villosités choriales sont constituées de deux parties. Une première partie cytotrophoblastique et une seconde partie syncytiotrophoblastique. Au cours de la grossesse, il va avoir une invasion de l'utérus de la mère par le cytotrophoblaste. On parle d'invasion cytotrophoblastique. Cette invasion, pour être de bonne qualité, doit intéresser toute la muqueuse utérine et le tiers supérieur du myomètre. Et cette invasion cytotrophoblastique est dirigée vers les vaisseaux utérins et va entraîner au niveau de ces vaisseaux un remodélage. Ce remodélage va aboutir donc à une distension des artères utérines, mais également une destruction de la couche musculaire lisse de ces vaisseaux utérins qui vont donc perdre la possibilité de se contracter. La conséquence est donc que la pression de perfusion placentaire va directement dépendre de la pression artérielle systémique de la femme enceinte. Ce qui va se passer dans la prééclampsie, c'est que cette invasion cytotrophoblastique sera de mauvaise qualité. Elle ne sera pas aussi profonde que dans la grossesse normale et
le remodelage des vaisseaux utérins va également mal se passer. Cela va aboutir donc à des vaisseaux de plus petit calibre et qui de surcroît vont conserver leur couche musculaire lisse et donc être capables de se contracter. La conséquence sera quoi? Eh bien, ce sera une hypoperfusion du placenta, c'est-à-dire une ischémie placentaire. Et cette ischémie placentaire va aboutir à une dysfonction placentaire. Et ce placenta va se mettre donc à sécréter des substances qui seront toxiques pour l'endothélium des vaisseaux. Voilà pourquoi on parle également de toxémie gravitique. La conséquence sera donc une dysfonction endothéliale. Ainsi, la prééclampsie qui avait comme point de départ une dysfonction placentaire, à cause de cette endothélite systémique, va devenir une maladie générale. Et elle aura des conséquences à la fois chez la mère et chez le fœtus. Et comme nous l'avons dit précédemment, elle va avoir des atteintes au niveau du cœur, du rein, du cerveau, du foie et des vaisseaux de la mère, pouvant aboutir au décès maternel. Au niveau du fœtus, étant donné l'hypoperfusion chronique, on aura une souffrance fœtale chronique qui peut s'acutiser et même aboutir à une mort fœtale in utero. Une fois encore, la prééclampsie croque les vaisseaux, le foie et le fœtus. Et qu'est-ce qui sera à la base de ce défaut de placentation? Eh bien, on ne le sait pas de façon exacte. Plusieurs théories ont été élaborées pour pouvoir déterminer la cause de ce défaut de placentation. On a d'abord eu une théorie inflammatoire, c'est-à-dire puisque l'embryon puis le fœtus est composé à 50% de matériel génétique venant du père, il ne faut pas que cette entité soit reconnue comme étant du non-soi. Il faut donc, pour que la placentation se passe normalement, que le fœtus ne soit pas rejeté. Et donc, chez les femmes qui auront des maladies auto-immunes, notamment un SAPL ou un lupus érythémateux disséminé, elles seront plus à risque de rejeter donc l'embryon puis le fœtus et donc de faire une pré-éclampsie. Une infection maternelle, notamment au cytomégalovirus, a également été évoquée, de même une surdistension utérine qui va entraîner un défaut d'adéquation entre les besoins et les apports en sang au placenta. De même, un déséquilibre entre les facteurs pro-angiogéniques et les facteurs anti-angiogéniques. Le stress oxydant a également été évoqué, mais n'a jamais pu être confirmé. Voilà ainsi donc réuni ou bien sommariser l'histoire naturelle de la prééclampsie, où on va voir que différents facteurs étiologiques vont aboutir à un défaut de placentation, un défaut d'invasion des artères utérines par le cytotrophoblast qui va aboutir à une ischémie et une dysfonction placentaire, lequel placenta va se mettre à sécréter des substances toxiques qui vont entraîner une dysfonction endothéliale systémique avec des conséquences qui peuvent atteindre tous les organes chez la mère et des conséquences également chez le fœtus. Et donc, toute la stratégie de la prise en charge de l'éclampsie, de la prééclampsie, va viser à éviter la survenue de ces complications fâcheuses à la fois chez la mère et à la fois chez le fœtus. Ainsi, il faudra donc rechercher les signes qui vont faire craindre la survenue de la prééclampsie elle-même. Et chez les femmes qui ont déjà la prééclampsie, il faudra faire attention à rechercher des signes de sévérité et de gravité qui vont présager d'une atteinte future des organes nobles chez la mère ou chez le fœtus. Ainsi, toute femme enceinte reçue en consultation par un soignant, quel qu'il soit, doit pouvoir bénéficier d'un examen systématique comprenant au moins une pression artérielle prise dans les règles de l'art, de même qu'un recueil de ces signes fonctionnels et un interrogatoire poussé à la recherche de symptômes pouvant orienter vers une lésion d'organes. Une protéinurie devra être systématiquement recherchée, de même qu'un bilan sanguin comportant au minimum un hémogramme, une créatinine et des transaminases. Ce bilan minimal va pouvoir permettre de dégager deux catégories de facteurs de risque pouvant présager d'une évolution ultérieure vers la prééclampsie. Il s'agira des facteurs dits majeurs et des facteurs mineurs. Toute maladie pouvant entraîner une maladie vasculaire sera à risque de pré-éclampsie, puisque les vaisseaux seront de base malades. Il s'agira d'une hypertension artérielle, qu'elle soit chronique
ou bien qu'elle soit survenue lors d'une grossesse précédente. De même, une femme diabétique, qu'elle soit de type 1 ou de type 2, est à risque de développer une prééclampsie, de même qu'une femme insuffisante rénale chronique. On voit donc que toutes les femmes qui seront à haut risque cardiovasculaire doivent être considérées comme à haut risque de prééclampsie. Les femmes ayant également une maladie auto-immune telle que le lupus ou le SAPL sont à risque d'avoir une prééclampsie. Et tout dernièrement, la Société européenne d'hypertension artérielle a inclus dans ces femmes à haut risque les femmes ayant été enceintes par une procréation médicalement assistée, puisque il n'y aura pas eu assez de contact entre le sperme du donneur, donc paternel, et l'organisme de la mère, qui pourra reconnaître l'œuf issu de cette fécondation comme étant du non-soi, l'attaquer, et donc ce qui va pouvoir aboutir au développement d'une prééclampsie. Et donc la présence d'un seul de ces facteurs de risque majeurs doit faire instaurer un traitement par de l'aspirine à faible dose dès la 12e semaine d'aménorrhée et ce jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée. Il faudra l'arrêter avant l'accouchement puisque l'aspirine va augmenter le risque hémorragique. De même, il y a une autre catégorie de facteurs dits des facteurs de risque mineurs, mais eux, pour pouvoir qu'ils motivent une instauration de traitement à base d'aspirine, il faut qu'ils soient au moins deux. Il s'agit d'une première grossesse, d'un âge maternel supérieur à 40 ans, puisque les vaisseaux utérins vont commencer à être de mauvaise qualité, d'un espace intergénétique supérieur à 10 ans, d'une obésité sévère, des antécédents familiaux de prééclampsie, ou alors d'une grossesse multiple puisque ça va engendrer une surdistension utérine. Mais d'une façon générale, il faut avoir la main facile à prescrire l'aspirine, puisque ces femmes, à moins qu'elles ne soient insuffisante rénale chronique ou à moins qu'elles aient des risques hémorragiques élevés, sont en général des femmes qui ont un risque hémorragique moindre, d'autant plus que la prééclampsie a la particularité d'être très sévère chez la femme africaine et chez les femmes de race noire. Mais chez les femmes qui auront déjà une prééclampsie, il faudra s'atteler sérieusement à rechercher des signes de sévérité, c'est-à-dire des signes qui vont présager vers l'évolution, vers une atteinte d'organes chez la mère. Il faudra donc, il faut dire que les anesthésistes et les obstétriciens français ont émis en 2020 des recommandations pour définir une hypertension artérielle sévère. Il s'agit tout d'abord d'une pression artérielle supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Il s'agit des signes pouvant orienter vers une atteinte cardiaque, notamment la douleur thoracique, une dyspnée ou un œdème aigu pulmonaire. Il s'agit également des signes pouvant orienter vers une atteinte rénale, notamment une oligurie définie par une diurèse de 24 heures inférieure à un demi-litre ou alors une protéinurie importante au-delà de 3 grammes par 24 heures. Aussi, la présence d'une créatine supérieure à 1 mg par litre, c'est-à-dire 90 micromoles par litre de moins. Aussi, tout signe cérébral classe d'emblée une prééclamptique comme étant sévère. Il faut s'atteler également à rechercher des signes de dysfonction hépatique tels qu'une douleur à l'épigastre ou alors à l'hypocondre droit, d'autant plus que cette douleur est intense en bas, persiste. De même, une élévation des transaminases avec des alates ou des alates supérieures à 2 fois la normale. De même, la présence d'hémolyse ou d'une thrombopénie inférieure à 100 gigalitres classe une femme prééclamptique d'emblée comme étant sévère. Il faut dire que ces experts ont fait un distinguo entre sévérité et gravité sans cependant expliquer dans leur laïus ce qu'ils entendaient exactement par là. Chers congressistes, que faut-il retenir de notre exposé? Il faut retenir que l'hypertension artérielle au cours de la grossesse est très fréquente et particulièrement grave, surtout chez la femme africaine. La protéinurie n'est plus donc indispensable pour définir une prééclampsie et au vu de la gravité de cette affection, il faut avoir la main facile pour prescrire de l'aspirine aux femmes à risque de développer une prééclampsie. Et chez les femmes qui ont déjà une prééclampsie, il faudra faire une surveillance rigoureuse de signes pouvant orienter vers une dysfonction d'organes afin que la prééclampsie n'ait pas de complications, notamment qu'elle ne croque ni vaisseau, ni foie de la mère, ni fœtus. Et la présence du moindre de signes de gravité doit faire hospitaliser la femme en milieu adéquat, c'est-à-dire
dans un service de grossesse à haut risque et faire engager une prise en charge pluridisciplinaire qui doit associer cardiologue, anesthésiste, obstétricien, mais également dans notre contexte, les sages-femmes. Voici résumé sur une plaque un peu tout ce que nous avons dit. Nous vous remercions pour votre aimable attention.